Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors je m'emporte, c'est un sujet qui me plaît énormément, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc j'avais hâte de vous donner tout ça. Bref, au début du XVIe siècle, l'imprimé change de nature. Ce qui était jusque-là un instrument de diffusion du savoir devient un vecteur de conflit. Parce qu'en permettant la circulation rapide, large et relativement incontrôlée des textes, il introduit une rupture dans l'équilibre des autorités religieuses et intellectuelles. Je m'explique, ça veut dire tout simplement que le savoir n'est plus uniquement porté par certaines personnes, il est de plus en plus diffusé. Et donc elles perdent leur pouvoir. Mettez ça aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux et vous comprendrez le peu de pouvoir de nos élites autoproclamées. L'un des premiers domaines concernés est celui de l'humanisme. Ce mouvement, né en Italie, repose sur un retour aux textes anciens, grecs et latins, dans leur authenticité supposée. Je dis supposée parce qu'il y a eu beaucoup de copies et beaucoup d'arnaques, enfin bref. Les humanistes cherchent à retrouver les sources, à corriger les erreurs accumulées par la tradition manuscrite, à établir des éditions de plus en plus fiables. L'imprimerie devient un outil décisif, elle permet de fixer, comme je disais, les textes, de les comparer, de les diffuser dans toute l'Europe. Mais c'est pas un travail neutre, faut pas croire qu'ils font ça pour le plaisir. En revenant aux sources, les humanistes commencent à remettre en question certaines interprétations traditionnelles, notamment dans le domaine religieux. La publication de textes bibliques, leur traduction, leur diffusion hors du cadre strict de l'Église vont contribuer à déplacer le centre de gravité de l'autorité spirituelle, donc du pouvoir. C'est dans ce contexte que surgit la réforme protestante, vous me voyez venir. En 1517, Martin Luther publie ses fameuses 95 thèses. L'événement en lui-même aurait pu rester extrêmement limité, comme beaucoup d'autres controverses théologiques. Si on était encore, on va dire, 2 siècles avant, je pense que personne n'en aurait parlé. Mais l'imprimerie va changer radicalement la portée. Les thèses sont alors reproduites, traduites, diffusées en quelques semaines à travers l'espace germanique et puis d'un coup au-delà. Pour la première fois, une contestation religieuse bénéficie d'un média capable de lui donner une audience de masse. Le phénomène est sans précédent. Les écrits de Luther, ses sermons, ses pamphlets, ses traductions de la Bible, imaginez un peu, circulent à des milliers d'exemplaires. Ils touchent non seulement les élites lettrées, mais aussi des publics de plus en plus larges, parce que vous avez l'usage de la langue vernaculaire qui est de plus en plus utilisée. La langue vernaculaire, c'est celle dont tout le monde parle, on n'est plus en latin. L'imprimé devient un instrument de mobilisation et véritablement un vecteur d'opinion. Il faut savoir qu'Henri VIII, par exemple, a reçu ces fameuses 95 thèses et lui aussi a répondu et en a fait un livre. Ce qui se joue ici dépasse la simple diffusion de textes. L'imprimé transforme la nature même du débat religieux. Il permet la multiplication des prises de position, la confrontation directe des arguments. Je vous parlais d'Henri VIII. La constitution d'un espace polémique à l'échelle européenne. La controverse sort des cercles restreints des théologiens pour devenir un véritable phénomène public. Et face à cette dynamique, l'Église catholique, vous l'imaginez bien, la World Company réagit. La contre-réforme s'accompagne cette fois d'une volonté de reprendre le contrôle de l'imprimé. Et vous avez des institutions qui sont mises en place pour surveiller, censurer, interdire certains textes. C'est ce qu'on appelle l'index, la mise à l'index. L'index des livres interdits constitue l'un des instruments les plus emblématiques de cette politique. Vous connaissez cette expression, être mis à l'index, quand votre livre est mis à l'index, c'est terminé pour lui, il sera interdit. Il ne s'agit plus seulement de produire des livres, mais de contrôler maintenant leur contenu et surtout leur circulation. Dans le même temps, les autorités politiques prennent elles aussi conscience de l'importance stratégique de l'imprimé. Le livre n'est pas seulement un objet culturel, il devient un enjeu de pouvoir. Contrôler les livres, c'est contrôler les idées, et donc en partie les populations. Encore une fois, comme je vous le disais dans l'intro, mettez ça avec aujourd'hui, mettez ça en parallèle avec Internet, et vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Cette prise de conscience conduit à la mise en place de dispositifs de régulation. Privilèges d'édition, autorisation préalable, et censure. Autant de mécanismes destinés à encadrer la production et la diffusion des textes. L'imprimé qui avait ouvert un espace de liberté relative,
Internet est pareil, est progressivement soumis à des formes de contrôle de plus en plus strictes. Mais ce contrôle, évidemment, n'est jamais total. C'est drôle, comme ça pourrait être... je pourrais parler des technologies d'aujourd'hui. Ce serait exactement la même émission. Les réseaux de diffusion du livre, déjà structurés, je me marre, mais c'est pas drôle en fait, déjà structurés à l'échelle européenne, permettent la circulation de textes interdits. Les imprimeurs, les libraires, les colporteurs participent à la diffusion d'ouvrages clandestins, les fameux sous le manteau. Une économie parallèle du livre se développe, alimentant la circulation des idées contestataires. Et du coup, le XVIe siècle voit se mettre en place une configuration nouvelle, celle d'un espace de communication élargi, structuré par l'imprimé, mais aussi traversé de tensions entre diffusion et contrôle, entre liberté et autorité. Dans ce contexte, le livre devient véritablement une arme idéologique, utilisée par les différentes confessions pour diffuser leur doctrine, convaincre, mobiliser, une arme politique dans la mesure où il participe à la formation des opinions et des loyautés. Mais cette phase de conflit et d'instabilité ne va pas être indéfinie. Évidemment, ça ne va pas durer ad vitam aeternam. À mesure que les États se renforcent, à mesure que les institutions se structurent, vous avez une nouvelle étape qui est en train de s'ouvrir, celle de l'intégration de l'imprimé dans des systèmes de pouvoir de plus en plus stabilisés. Autrement dit, après avoir été un facteur de rupture, le livre va progressivement être intégré, encadré, puis utilisé comme un instrument de construction de l'ordre.